votre premier cours, le premier cours de Monsieur Pavant, qui dispense un cours et qui en fait suite à ce cours adresse un mail à sa hiérarchie au niveau de l'établissement dans lequel il enseigne et qui indique voilà les conditions de déroulement de son cours. Je n'ai pas porté le masque. J'ai expliqué à mes étudiants pourquoi j'étais contre le port du masque. J'ai respecté également le principe de tolérance et d'objectivité qui consiste à indiquer en substance, de toute façon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ceux qui veulent garder le masque, ils le gardent. Ceux qui veulent ôter leur masque sont tout à fait en droit de le faire. Il n'y aura absolument pas de mesure de représailles ou de sanction de ma part sur cette question. Et en fait, donc, ce qu'il fait, c'est qu'au final, en agissant de la sorte, il fait part à sa hiérarchie, en toute transparence, des conditions de son premier cours, conditions de déroulement de son premier cours. Et là, en riposte, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, vous avez 2 membres du personnel de l'école qui arrivent devant sa salle de cours parce qu'il devait dispenser son second cours. Et là, on vous interdit de rentrer. Vous repartez chez vous, en gros, vous ne voulez pas porter le masque, on vous interdit d'enseigner. Voilà, donc c'est à ce stade. Donc à ce stade, et là on a un nom de commanditaire, on sait qui c'est. Ah oui, on a bien sûr. On peut aller travailler après sur les dossiers de ces gens-là, quoi. Bien sûr, oui, bien sûr. Je pense qu'avec Maître Aringuez, on se laisse la possibilité. Donc non mais c'est encore une fois, non mais voilà, je préfère encore une fois détailler des faits précis et circonstanciés. Et oui, après nous, forcément, on a la cartographie aussi de ce qu'il faut faire en riposte pour neutraliser de multiplication de voies de fait. Hein, c'est de ça dont il s'agit, hein, ni plus ni moins. Et donc ce qui se passe, c'est que là, donc est-ce qu'il y a une procédure disciplinaire qui a été engagée à son encontre au stade de début septembre? Non. Vous n'avez rien, c'est purement arbitraire. Vous avez 2 personnes qui arrivent devant une salle de cours et qui viennent vous dire vous ne dispenserez pas votre cours. Ok, donc on est quand même sur un professionnel qui a un statut d'enseignant-chercheur qui répond à un cadre juridique bien précis qui est fixé par le Code de l'éducation. Donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réunion informelle, donc c'était le 16 septembre 2020, où les membres de l'établissement se réunissent avec Monsieur Pavant et moi-même pour... Moi déjà j'ai essayé d'identifier quel était le cadre juridique opposable parce que jusqu'à présent en plus Monsieur Pavant avait écrit un certain nombre de courriels à sa hiérarchie pour leur dire mais sur quel texte vous vous fondez, sur quel fondement juridique, quel est votre fondement juridique pour arrêter votre décision à ce stade. Et vous n'avez strictement les réponses qui sont faites, elles éludent totalement l'aspect juridique, mais en totalité. En fait, ils sont même eux en tort. En fait. Mais complètement. Et s'ils l'admettent, ça veut dire qu'ils admettent qu'on n'est plus dans un état de droit et qu'on peut imposer n'importe quoi. À ce stade, on est dans de l'arbitraire absolu. Voilà, encore une fois, chronologie des faits. Et dans cette réunion, on vient nous dire mais non, mais en fait, c'est une simple décision de report des cours en attendant de trouver une solution. Et en fait, vous vous apercevez au fur et à mesure de l'évolution du dialogue et des discussions, vous vous apercevez qu'en fait, on vous indique avec une décontraction impressionnante. Donc quelque part, en plus, c'est un petit peu prendre les gens pour ce qu'ils sont pas. En tout cas, quand on voit la manière dont M. Pavant organise sa défense, on voit bien qu'il a quand même un certain niveau et que là, au bout d'un moment, on ne peut pas prendre non plus tous les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, au cours de cette réunion, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ah ben, on va inciter le président de l'université à engager des poursuites disciplinaires à votre encontre parce que vous avez refusé de porter le masque. Voilà en gros, donc on passe d'une décision, une prétendue décision de report des cours, à finalement on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle, moi je dis comment je peux qualifier ça en tant que juriste, en tant qu'avocat,
une sanction disciplinaire totalement déguisée, mais effective. C'est ça qui est important, c'est effective à partir du début du mois de septembre 2020. C'est-à-dire le jour où on arrive devant sa salle de cours et où quelque part vous mettiez des agents de sécurité, c'était pareil, quoi. Ça, voilà, ça revenait, ça produisait les mêmes effets en tout cas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Derrière, forcément, on fait un référé liberté. Il y a un référé. Il a eu un courrier ou c'était juste... Non, à ce stade, c'est quasiment l'intimidation. À ce stade, c'est des échanges de courriels qui sont totalement informels, pardon, voire familiers. Et à chaque fois, M. Pavan, c'est systématiquement, on leur dit, mais sur quel fondement vous me mettez à pied? Je ne comprends pas. Vous n'avez aucune réponse. Et donc on fait un référé liberté. Et en gros, le référé liberté, on doit justifier de 3 conditions. La première, c'est une urgence. En fait, c'est des procédures très spécifiques où un juge doit rendre une décision dans les 48 heures à partir du moment où il est saisi. Une notion d'urgence et une atteinte manifeste et disproportionnée à une liberté fondamentale. Donc là, en gros, on a une première décision qui a été rendue par le juge des référés, qui vient vous dire en substance, il y a effectivement des circonstances qui laissent présumer de violation de liberté fondamentale. Donc sur le fond des choses, quelque part, sur la genèse du problème, on vient vous dire quelque part, oui, il y a manifestement, le juge prend la peine d'écrire avec cette circonstance qu'il y a potentiellement des droits et libertés fondamentales qui ont été violés. Mais d'un autre côté, il y a la deuxième condition qui est l'urgence, et là on vient nous dire, ben non, vous ne satisfaisez pas à la condition d'urgence au regard du contexte sanitaire exceptionnel actuel, mais par contre, et en gros, vous continuez à être payé, donc en gros, venez pas. Voilà, donc t'es moitié payé et tout. Voilà. Ce qui est une chance pour moi. Je vais y venir. Et là, effectivement, donc c'est une protection très importante qu'on a laissée aux enseignants-chercheurs, justement, même quand ils seraient suspendus, de continuer à percevoir un salaire, justement, pour pouvoir continuer à affirmer selon leurs droits, parce que sinon, effectivement, encore moins de monde le ferait. Peut-être, je dis bien peut-être, que si on avait été en mesure de faire valoir que M. Pavan, en plus, vous voyez sa rémunération suspendue concomitamment à cette voie de fait de l'administration, là je pense qu'on aurait peut-être été un petit peu plus solide sur l'urgence. Encore une fois, après ça c'est une question d'appréciation d'un magistrat, avec tout ce que cela peut recouvrir dans ce genre de cas très spécifique. Question, est-ce qu'à ce moment-là, Vincent, il y a d'autres enseignants-chercheurs qui s'émeuvent de ta situation, ou est-ce que... Très peu, en fait. Ce que je constate, c'est qu'il y a une peur terrible, en fait, de me soutenir. En fait, pour la petite histoire, celui qui m'a envoyé un mail de soutien, c'est un collègue qui vient de Russie, en fait, et qui m'a dit que ça ressemblait à l'Union soviétique des années 30. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il y a vraiment des choses inquiétantes qui se passent. Il y a une peur. Je peux même vous dire que j'ai un jeune mathématicien qui travaille dans un laboratoire dont il n'a pas voulu me dire le nom, il n'a pas voulu me dire le nom du laboratoire, quel était son nom à lui-même, avec qui je suis en contact, parce qu'il a peur, tout simplement, de soutenir ma démarche, en fait. Et il est terrorisé par le fait, publiquement, de pouvoir se dire, dans le fait de suivre mes idées, mes argumentations de droit. Il y a une véritable peur maintenant chez les enseignants-chercheurs. Il faut briser cette peur à nouveau. On a des textes constitutionnels qui nous protègent, même si on sait aujourd'hui, bien sûr, que le management de l'université est devenu de plus en plus hiérarchique, de plus en plus autoritaire. C'était le sens de beaucoup de réformes depuis 2008, en fait. Et effectivement, en particulier en termes de financement, aujourd'hui, c'est l'ANR qui finance. L'ANR, elle est pilotée aussi dans l'ensemble par des décideurs politiques, en fait. Le gouvernement a ses représentations dans le conseil de l'ANR. Et donc, évidemment, vous avez une force politique maintenant qui de plus en plus s'immisce dans le management de l'université. Et par conséquent, l'administration a de plus en plus, et on a peur. Les gens ont peur pour leur carrière, ont peur pour leur financement. Ils ont peur, effectivement, comme moi, tout simplement, de sanctions, puisque les sanctions deviennent de plus en plus arbitraires. Là, on le voit dans la procédure. Et je pense qu'il y a une vraie peur, en fait, quand bien même, justement, la Constitution nous demande, par l'article de 1984, elle ne nous autorise pas seulement à prendre des positions contradictoires, mais elle demande, effectivement, et cette demande, elle a été effectivement faite pour, tout simplement, protéger la démocratie au nom d'un
un gouvernement politique qui prétendrait effectivement gouverner au nom de la science. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On vit la situation politique pour lesquelles en fait les textes nous demandent, nous universitaires, de réagir un petit peu et d'affirmer notre indépendance et notre liberté d'expression. Et les gens ont peur de faire valoir ça, je pense, et c'est une des raisons pour laquelle il y a assez peu de gens qui viennent ici. Les étudiants sont également terrorisés. Je pense qu'ils subissent une pression de l'administration qui est terrible, et quand on voit qu'on s'en prend en enseignant-chercheur, de la manière avec laquelle on s'en prend à moi, imaginez des étudiants qui n'ont pas du tout mes moyens de défense, qui n'ont pas du tout les textes constitutionnels pour moi. Donc c'est quasiment impossible dans cette ambiance de peur incroyable en fait d'essayer de fédérer les gens, de dire non, c'est pas vrai, vous avez encore des libertés, vous pouvez encore vous en servir et il vous arrivera rien. Parce que si vous êtes effectivement, comme l'exige l'université, tolérant et objectif, il ne peut jamais rien vous arriver. Et c'est ça le message effectivement qui est important, je pense, de transmettre effectivement. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un certain confort? C'est pas forcément une peur de s'engager, mais simplement le fait qu'ils n'en ressentent pas la nécessité. Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi l'idée que, au fond, pour les enseignants-chercheurs, il y a toujours une partie de recherche où le port du masque, finalement, on ne le voit pas trop. C'est assez différent, typiquement, effectivement, des enseignants du secondaire. Les enseignants du secondaire, ils sont 20 heures par semaine devant les étudiants avec le masque. Chez les enseignants-chercheurs, donc c'est un service annuel de 192 heures. Donc effectivement, c'est pas du tout la même charge. Donc le port du masque, effectivement, je pense que même s'ils sont contre, de toute façon, ils le tolèrent un peu plus parce qu'ils sont un peu moins exposés. Et comme ils veulent pas d'ennui, tant pis. Et puis voilà, on verra bien, effectivement. J'ai coutume de rappeler dans le monde particulier des mathématiques que c'est vrai que les mathématiciens, l'URSS, ça produit les meilleurs mathématiciens de la planète, effectivement. Donc ça veut dire que structurellement, des fois, effectivement, on préfère rester un peu enfermé dans sa bulle plutôt que effectivement d'aller vraiment. Et puis quand ça devient dangereux, on n'ose pas tout simplement. Hein, donc, tu es tenté de fermer ta gueule et de remettre ton masque ou... Alors ça ne me vient pas du tout à l'idée parce que moi j'ai une position de principe que je dirais jusqu'au bout. Je suis parti très tôt avec l'idée qu'il fallait défendre l'esprit critique, l'objectivité et la tolérance dans l'enseignement supérieur, que le masque c'est une négation pour moi de ça, l'imposition du masque en tout cas, le masque obligatoire, hein, évidemment ceux qui veulent le porter peuvent le porter. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas faire autrement que porter ce combat-là parce que non seulement la Constitution m'autorise, mais elle me le demande. C'est-à-dire qu'à l'inverse, je pense que ceux qui n'osent pas se saisir des textes, au fond, ne prennent pas la responsabilité très importante qu'on leur donnait. Parce que derrière l'idée de l'indépendance, il y a la responsabilité de faire vivre cette indépendance, justement. Et on sait très bien quels sont les anti-modèles derrière. C'est des modèles de dictature. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se permettre, en tant qu'enseignant-chercheur, de laisser passer ça. C'est pas possible. Je sais que Conchemez et Fontanet, par exemple, ont menti. Ils ont truqué des courbes au printemps pour essayer de faire croire à l'efficacité du confinement, pour essayer effectivement de nier quasiment le phénomène d'hypoxie heureuse, ce genre de choses. C'est scandaleux. Enfin, comment est-ce qu'on peut se taire? Comment est-ce qu'on peut rester muet devant ce genre? C'est mon rôle. Moi, j'ai les moyens d'étudier, de critiquer, de proposer une autre lecture, et c'est exactement ce qu'on demande de le faire. Et si vous ne le faites pas, c'est pas vrai que vous êtes un vrai enseignant-chercheur. Mon sentiment, c'est celui-là. Donc, il ne peut pas y avoir de possibilité de remettre un masque. C'est pas possible. Dans les circonstances actuelles, vu ce qu'on connaît maintenant du Covid, c'est juste pas possible. En fait, c'est juste pas possible. Donc non, je peux pas faire autrement. C'est une logique, effectivement, qui est à la fin celle de la dictature. Taisez-vous, mettez votre masque, c'est un ordre. Celle de la liberté d'expression, de la réflexion scientifique, de l'objectivité, en disant non mais je ne crois pas à ce que vous me racontez. Moi, je suis un scientifique, vous pouvez pas. Et mon but, c'est effectivement de proposer à mes étudiants cette réflexion critique, effectivement, en disant mais vous, et d'ailleurs, parce que vous êtes là pour apprendre à réfléchir par vous-même, de manière critique, de manière objective. Donc j'ai le devoir de vous amener éventuellement à aller chercher des chiffres, des textes, des références de lecture, enfin, etc. Mais de toute façon, je suis libre et vous êtes libre. C'est ça. Vous êtes complètement en cohérence avec vos idées et ce que vous défendez. Exactement, exactement. Et vous êtes courageux parce que je pense que les autres, ils n'auraient pas besoin d'être courageux, ils auraient juste besoin de vous suivre. Oui. Ils se mettraient plus en danger comme vous, parce que s'il n'y a aucun enseignant qui enseigne, il y a plus les étudiants ne pourraient plus enseigner, donc là ils seraient bien obligés de changer, de modifier les lois. Tout à fait. Moi, je pense qu'ils auraient juste à vous suivre en fait, ils ne sont pas plus en danger. Entièrement d'accord, et je me sers de la protection constitutionnelle que j'ai pour dire il existe à l'université des textes qui permettent de ne pas rendre le masque obligatoire, de faire en sorte que chacun enseigne librement, effectivement. Mais si on fait ça pour un enseignant-chercheur à la fac, alors il faut qu'on le fasse pour tous les enseignants-chercheurs à la fac, c'est pas possible. Et de ce point de vue-là, une fois que vous avez
avez autorisé à la fac l'idée que le masque n'est pas effectivement quelque chose d'obligatoire. Mais pourquoi politiquement vous le refuseriez aux écoles primaires, aux écoles effectivement au lycée, au collège? C'est plus possible parce qu'on ne peut pas dire aux enseignants du secondaire, bon, les profs de fac qui sont tellement plus intelligents que vous qu'eux peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, mais vous, comme vous n'êtes pas très malin quand même, vous allez devoir obéir. Donc du coup, c'est une situation de tension en fait extrême. On arrive vraiment à toutes les contradictions du système en disant, bon, ok, chiche, et que dit la Constitution maintenant? Et est-ce que vous êtes prêt à faire taire un enseignant-chercheur qui hurle en fait que tout ce que vous racontez sur le port du masque, de toute façon, c'est une narration politique qui n'a rien de scientifique, qui n'a rien d'objectif en fait. Et qu'est-ce que vous dites à un enseignant-chercheur qui vous prétend ça en vous citant des textes, des études, etc. et qui lui-même sait depuis le début, parce qu'il a étudié les productions du conseil scientifique, que de toute façon, on bidonne la plupart des chiffres, etc. Donc du coup, c'est quelque chose effectivement très important. Alors du coup, je vais en profiter. Oui. On parle souvent dans le collectif de déferlement totalitaire, Ariane Biléron et d'autres. Et pour moi, là, ce qui est en train de se passer, c'est d'essayer d'arrêter le déferlement totalitaire, en tout cas de lui mettre des bâtons dans les roues à tous les étages où c'est possible. Ça n'empêchera pas que peut-être il y aura une sanction arbitraire en fait. Simplement, ça montrera à la face du monde ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de ne pas croire qu'on est dans un déferlement totalitaire et qui ne veulent pas le voir, comme dans les annonces du diagnostic douloureux dans les maladies. Vous savez, il y a la phase de déni. La phase de non, je veux pas savoir que j'ai un cancer très grave. Voilà, c'est un peu pareil, notre société, elle veut pas savoir ce qui est en train de se passer. Donc je pense qu'il faut faire du bruit autour de tout ça. Et puis pour en revenir au cas précis de M. Pavant, encore une fois, quand je parle d'éléments factuels et de cartographie du comportement, donc c'est-à-dire que finalement, entre le mois de septembre 2020, où finalement il n'y a eu qu'un seul cours, il n'y en a pas eu d'autre, on parle d'atteinte au bon fonctionnement de l'université, etc. Il y a eu un seul cours. Et ça veut dire que les poursuites disciplinaires, elles ont été engagées au mois de novembre. Ça veut dire qu'en plus, pendant 2 mois, vous le laissez dans une situation de latence et d'arbitraire total. J'allais dire au moins, le mérite qu'a eu la procédure disciplinaire qui a été engagée, c'est qu'au moins, on a un cadre procédural opposable. Et donc, là, aujourd'hui, c'était la première étape. C'est-à-dire, ils ont procéduralement, donc c'est une procédure disciplinaire qui est fixe, qui est codifiée par le Code de l'éducation. Et en fait, dans un premier temps, vous avez une commission d'instruction qui est désignée et la personne poursuivie bénéficie d'une audition devant cette commission d'instruction et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire où c'est des échanges à bâton rompu, chacun fait valoir ses arguments. Et on va dire qu'il y a quand même une certaine forme là, de contradictoire qui commence à être respectée. Il aurait dû y avoir à la fin un non-lieu qui sortait de cette réunion. Alors, je vais y venir. Cette commission d'instruction, elle est chargée de rédiger un rapport. Donc il y a un rapporteur qui va être désigné. Un rapporteur en droit administratif, c'est un peu comme un procureur de la République en droit pénal. D'ailleurs, c'est lui qui va... comment dire, exposer le fondement des poursuites, si poursuite il y a, parce qu'ils peuvent très bien décider que finalement, bah non, on renonce à l'action, ça c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable en tout cas par les textes. Et ils vont établir un rapport par un rapporteur et ça va être envoyé devant dans le cadre d'une vraie audience disciplinaire, avec un rapporteur qui va exposer les faits et qui va proposer une sanction. Cette sanction, elle peut aller du simple avertissement à l'exclusion définitive. Voilà, il y a une échelle des sanctions qui est là. Et encore une fois, on va voir un petit peu comment ce dossier va être instruit. Mais pour essayer d'être le plus pédagogue possible sur le plan juridique, on est face à un enseignant-chercheur qui, lui, à chaque fois, a matérialisé ses positions par des fondements juridiques et une analyse factuelle qui, à mon sens en tout cas, est tout à fait pertinente. Et d'un autre côté, vous êtes face à de l'arbitraire. Et au final, aujourd'hui, on a enfin vu un début de commencement de texte, et j'en terminerai par là, où on vient nous parler d'un arrêté du président de l'université. Donc vous avez un enseignant-chercheur qui fait valoir les dispositions combinées de plusieurs articles du Code de l'éducation qui ont valeur constitutionnelle. Et d'un autre côté, on vient nous parler d'un arrêté.
pris par le président de l'université. C'est-à-dire qu'au niveau de la hiérarchie des normes, vous avez le bloc de constitutionnalité qui est au sommet de la pyramide et les arrêtés, les décrets, etc., qui sont au bas de la pyramide. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus bas. C'est un acte administratif unilatéral. Donc, finalement, le débat de droit qui, pour moi, se pose dans ce dossier, c'est Constitution versus acte administratif unilatéral. Ben, je pense que si on fait un minimum de droit dans ce dossier, dans un état de droit, la messe devrait être rapidement dite, à mon sens. Ça, c'est la problématique du droit. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez affaire à des machines administratives ou est-ce qu'il y a des humains derrière qui comprennent les enjeux, qui essayent d'arrondir les angles en disant Vincent, peut-être. Je pense ou est-ce que vous avez des gens qui sont dans l'extraordinaire banalité du mal de Hannah Arendt, quoi, hein, c'est-à-dire ils veulent juste que le train arrive à l'heure. Pour moi, on est dans je sais pas, j'ai peur d'utiliser un mauvais mot, mais tant pis. On est dans la mode sanitaire. Dans la mode sanitaire, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises, c'est celles-là. On se pose même pas la question de savoir si c'est pertinent ou pas. Et limite, peut-être, je pense sincèrement que dans tous ces... Que ce soit là, on parle des enseignants, que ce soit chez les médecins, chez les avocats, chez toutes ces professions un peu réglementées qui ont des organes régulateurs par des ordres et ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans la même ligne de pensée, mais qui de toute façon suivront le principe de précaution qu'on essaye de nous vendre à toutes les sauces. Donc, encore une fois, leur semer le doute, quoi, le fait qu'il y ait une résistance en face, dire tiens, effectivement, en fait, je pense, est-ce qu'on va enlever. Tu as parlé d'Agamben plusieurs fois. Oui, est-ce que alors, je voudrais revenir sur mais voilà, la résistance, voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut, au niveau de ces petits mouvements de résistance qui commencent à naître un petit peu à droite et à gauche, je pense qu'il faut quand même être très pédagogique sur la position et très factuel, parce que de toute façon, des interprétations de circonstances de vos propos par ces gens-là, vous en aurez, mais tout le temps. On est dans l'ère de la dénature. Ce contexte sanitaire, on dénature tout pour faire passer des mesures qui sont pour certaines complètement à l'opposé du bon sens. Voilà, André Comte-Sponville qui parlait pas du politiquement correct, mais qu'on est en train d'entrer dans du sanitairement correct. Tout à fait, je trouve que c'est vraiment ça. Oui. Même si les gens pensent peut-être comme vous, à la fac, même je sais pas au niveau de vos directeurs, est-ce qu'il n'y en a pas qui... J'ai pas de soutien officiel, l'administration a peur. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Louis, qui est très important. Il a parlé de Hannah Arendt et de la banalité du mal, en fait, ce qui était ressorti de l'étude du nazisme. Alors, effectivement, on vit un épisode de biopolitique. Donc, la biopolitique, c'est en gros le moment où l'État va s'approprier votre corps. Vous n'êtes plus décisionnaire de votre corps. Donc, et d'ailleurs, les premières personnes à avoir compris ce que c'était que la biopolitique, c'était les féministes dans les années 70, qui avaient dit notre corps nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elles en ont marre, effectivement, d'avoir un corps qui ne sert que les politiques de l'État, finalement. Et donc, à la suite des travaux de Michel Foucault et de Hannah Arendt, en fait, Giorgio Agamben fera une synthèse pour expliquer justement comment, dans les épisodes biopolitiques, en fait, qu'on vit actuellement, se mettent en place en général des états d'exception. Donc, il a théorisé l'état d'exception qu'on est en train de vivre. Et ce qu'on a exactement dans cette procédure disciplinaire, c'est exactement concrètement la mise en place d'un état d'exception, en fait, en dehors de la Constitution, hein. Donc, c'est ça qui se passe. Et il y a un très beau livre qui a été écrit par Jonathan Chapoutot qui s'appelle « Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours ». Et en fait, ce qui montrait très bien, c'est que dans une situation exceptionnelle, comme celle que nous a imposée M. Macron en disant « nous sommes en guerre », en fait, chacun à son niveau a la liberté d'obéir à cette injonction de guerre, en fait, et à agir dans ces conditions-là, c'est-à-dire de manière autoritaire, de manière arbitraire, pour reproduire justement le discours guerrier qu'on lui demande de reproduire finalement, et de ne jamais effectivement laisser les textes de loi s'appliquer, et d'être dans un événement où c'est les faits, et non plus la cohérence du droit qui organise la société en commun, ce sont les faits changeants, les faits contradictoires d'ailleurs, qui vont organiser non plus les textes de loi mais les décisions. Et en fait, c'est là, effectivement, chacun est libre, au fond, d'obéir comme il veut à sa sauce
pour interpréter ces faits, pour les organiser de manière autoritaire comme il veut. Et effectivement, on a des références très précises à la philosophie. Donc moi, je dis à tous ceux que je rencontre en général, à mes étudiants, je n'ai pas pu les rencontrer hélas, mais le conseil, c'est lisez Giorgio Agamben, donc, qui était un philosophe contemporain, qui a une œuvre majeure qui s'appelle Homo Sacer, dans laquelle tout ça est décrit, en fait, vraiment de manière extrêmement précise, documentée, extrêmement pertinente. Comment il s'appelle, pardon ? Giorgio Agamben, retenez bien ce nom-là, c'est une référence incontournable pour comprendre comment politiquement aujourd'hui les choses s'organisent. Relisez Michel Foucault, bien sûr, sur la biopolitique, c'est le découvreur, celui qui a nommé cette notion de biopolitique. On vit, même si on ne comprend pas forcément dans le détail ce qu'est la biopolitique, on comprend bien qu'on est en train de vivre une biopolitique, si vous voulez. Et donc relisez Michel Foucault, relisez Giorgio Agamben, relisez ce qu'est l'état d'exception sous la contrainte biopolitique, et vous comprendrez effectivement pourquoi on en est là, comment ça fonctionne. Toutes les descriptions sont très très bien faites, et donc ça nous aide à penser politiquement, parce que effectivement Louis, moi-même en tant que scientifique, on peut expliquer pourquoi la narration au fond ne correspond pas à la réalité. Et pourquoi on finit quelque part par forcer des faits qui n'existent pas, en essayant de faire en sorte d'ailleurs que les mathématiques soient une nouvelle messe en latin au fond, c'est-à-dire quelque chose d'inaccessible, qu'on vous projette à la figure en disant mais ne cherchez pas à comprendre, il y a des mathématiciens avec des codes super difficiles qui ont produit des résultats qui vous annoncent 400 000 morts. Donc voilà, évidemment on peut nous en tant que scientifiques critiquer ces discours-là, mais quel sens politique a donné effectivement après à cette gestion de cet épisode sanitaire? Alors là il faut aller chercher la philosophie politique, aller chercher le droit, comment le droit et la philosophie politique s'organisent de manière concrète effectivement, et voir que dans ma situation concrète on vit tout simplement un état de dictature effectivement qui cherche à s'imposer. Donc à ce propos justement sur la critique des résultats scientifiques, j'en profite donc puisque mon collègue Christophe Pouzat et moi-même, on a décidé donc de lancer un appel aux scientifiques qui utilisent donc effectivement les mathématiques et l'informatique donc dans leurs activités de recherche, afin de créer un collectif qui sera un collectif donc de contrôle effectif des publications qui ont servi donc en justification des mesures politiques. Bon. Donc comme beaucoup de gens le savent et ont pu le voir effectivement d'ailleurs avec le Lancet, le processus classique de relecture donc par les pairs, qui est utilisé y compris par les plus grandes revues scientifiques, donc subit une crise structurelle qui est engagée en fait depuis longtemps et qui autorise de fait à la fois la diffusion de résultats faux mais de bonne foi, mais aussi hélas des résultats frauduleux, partiaux, de mauvaise foi effectivement. Et dans le cadre donc des productions formelles et numériques, outre le manque de déontologie hélas classique, donc il existe des raisons structurelles qui hélas ne permettent pas le contrôle effectif. À la fois c'est l'absence d'utilisation systématique dans les preuves mathématiques et dans la reproductibilité donc des chiffres numériques. C'est également donc un processus de relecture qui est divisé et non pas collectif, qui fait qu'on somme des lectures individuelles et qu'on ne donne pas d'avis d'ensemble en fait sur un article. Et également un processus de relecture de plus en plus rapide en fait, qui ne permet pas effectivement aux reviewers de faire leur travail et qui se termine très souvent ce processus de publication par une négociation en fait entre les éditeurs et les producteurs. Durant cet épisode sanitaire en France, il y a au moins 2 résultats scientifiques à la fois d'une importance cruciale au niveau politique et qui ont été produits dans l'urgence manifestement sans relecture sérieuse. Ces 2 résultats scientifiques étaient notoirement faux, confidentiels, partiaux, et pourtant ces arguments ont servi au pouvoir exécutif effectivement pour prendre des décisions politiques. Donc ces 2 articles, il y a celui de Salgier et ses co-auteurs, donc Cauchemez et Fontanet du Conseil scientifique, qui a été accepté le 11 mai 2020 dans la revue Science, et dans laquelle... juste qu'on retrouve dans toutes les commissions qui décident d'à peu près toutes les chiffres, en fait, après les articulent dans des décisions politiques, quoi. Tout à fait. Donc ça devrait nous poser question aussi, quoi. Tout à fait. On en revient toujours à l'histoire des conflits d'intérêts. Tout à fait, ici politique. Et donc dans cet article de Cauchemez et Fontanet, donc la justification de l'efficacité du confinement donc de printemps, il est affirmé de manière imaginaire, effectivement, par les auteurs qui ont en outre refusé effectivement d'envisager une analyse des données confirmant l'existence d'une hypoxémie heureuse. Dès le mois de mars, le président Macron, donc sur la base de simulations confidentielles, donc réalisées par Neil Ferguson à l'Imperial College et relayées donc par Simon Cauchemez au Conseil scientifique, annoncé entre 300 000 et 500 000 morts en France, en l'absence, entre guillemets, de toute mesure de prévention ou d'endiguement. Bien, chacun de ces résultats a servi de justification à des décisions politiques
eh bien, complètement inédite par le gouvernement français. Donc, dans ce cadre-là, nous justifions aujourd'hui, donc Christophe Couza et moi-même, la nécessité de réunir en fait un groupement de mathématiciens et d'informaticiens sur des bases donc, qui relèvent à la fois du droit français et des recommandations de l'UNESCO. Je vous cite donc l'article L141-6 du Code de l'éducation qui nous dit que le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions, il doit garantir à l'enseignant et à la recherche leur possibilité de dire le développement scientifique, créateur et critique. D'autre part, la recommandation de l'UNESCO du 13 novembre 2017 stipule que la libre communication des résultats, des hypothèses, c'est important pour les calculs, donc, et des opinions, comme la communication des résultats, comme le suggère l'expression liberté académique, eh bien, se trouve au cœur même du processus scientifique et constitue la garantie la plus solide de l'exactitude et de l'objectivité des résultats scientifiques. En conséquence, Christophe Couza et moi-même, invitant les membres de la communauté de la recherche dans le domaine de l'informatique et des mathématiques, intéressés par la présente démarche, nous leur demandons de rejoindre rapidement le collectif que nous souhaitons créer et qui ne pourra exister que s'il est capable de rassembler un nombre suffisant de personnes compétentes. Nous appelons également tous les personnels des IREM, c'est-à-dire les instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques, pour qu'ils nous rejoignent afin de produire une documentation de haut niveau à destination des enseignants, du secondaire, des universités populaires, de la justice et des médias. Et enfin, nous sollicitons Réinfo Covid pour nous héberger dans la diffusion d'une libre parole que nous aurons décidée par nous-mêmes. Nous sommes conscients que la réussite d'un processus de contrôle de la production scientifique, dans le cas d'une utilisation politique, ne peut fonctionner que s'il vérifie un certain nombre de conditions, à savoir ce collectif doit réunir un nombre suffisant de personnes. Ces personnes doivent effectivement relever des articles L123.9, L141.6 et L952.2 du Code de l'éducation. Elles ne doivent pas entrer en conflit d'intérêts avec le privé ou le politique. Ce collectif donc doit être capable de produire une information critique argumentée, vérifiable à l'usage du public, du juridique et de décliner donc cette information à destination du public qui puisse être accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc si vous vous sentez concerné et si vous voulez nous rejoindre dans cette entreprise de relecture et de reproduction des chiffres qui nous ont été proposés, vous pouvez donc envoyer un mail à collectif-matinfo@protonmail.com et donc vous pouvez, si vous relevez des conditions que nous avons dites, eh bien, venir nous rejoindre dans ce collectif de relecture critique, formelle et numérique des informations qui ont été produites. Voilà. Donc Réinfo Covid est assez fidèle à son idée qu'un problème est une solution en fait. Que le problème nous amène à aller plus loin, à ouvrir le débat et à essayer de résoudre d'une manière plus ample que là où le problème a été résolu. Vous savez, cette phrase d'Einstein qui dit que vous résolvez le problème que dans une dimension plus ample que là où vous l'avez posé. Moi, je voulais poser une question à Vincent, mais là il est occupé. Et qu'il a reçu plein de messages en fait, et l'université a reçu plein de messages aussi, quoi. Voilà, c'est pour savoir s'il avait un mot à en dire. La demande devant les caméras à faire, c'est juste l'université a reçu pas mal de mails, en tout cas nous à Réinfo Covid on a reçu beaucoup de mails de soutien. Est-ce que tu voulais en dire un mot? Oui, bien sûr, évidemment, je voudrais vraiment remercier tous ceux, et ils sont nombreux puisqu'on en a des traces numériques à Réinfo Covid, tous ceux qui me soutiennent, qui continuent à me soutenir, qui continuent à écrire à l'administration qu'il existe des droits constitutionnels qu'il faut respecter. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je sais que si effectivement on reconnaît cette constitutionnalité des enseignants-chercheurs à ne pas imposer le masque obligatoire dans leurs enseignements, je sais très bien que toute l'université pourra vivre ces conditions-là et qu'à la fin ce sera tout l'enseignement finalement qui pourra aussi vivre dans ces conditions-là. Je pense que c'est très important et je peux vous dire que tous vos soutiens me font un bien fou. Je ne peux pas répondre à tous, je réponds au maximum de ceux que je peux. Et effectivement, comme a dit Louis, il y en a eu beaucoup, il y en a eu de très nombreux. Et donc sachez que ça fait vraiment un bien fou et que je continuerai pour tous ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que moi au niveau constitutionnel et bien, de pouvoir défendre leur position vis-à-vis de la non-obligation du masque. Je continuerai à défendre cette position
parce qu'elle me paraît aussi objective que tolérante et que c'est le monde dans lequel doit vivre pas que l'université, mais je pense aujourd'hui toute notre société, en particulier celle qui concerne l'enseignement. Donc voilà, vraiment du fond du cœur, merci, parce que je peux vous dire que ça fait du bien. C'est pas si facile que ça, j'ai beaucoup de lois. Pour moi, j'ai Maître Rangel, effectivement, j'ai le collectif Réinfo Covid, j'ai Louis Fouché, mais sans tous ces mails, je peux vous dire que effectivement, je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas autant de force, d'énergie et autant de conviction pour porter ce combat qui me paraît effectivement le plus juste. C'est le même combat que celui des restaurateurs qui subissent finalement des décisions arbitraires, mais qui eux n'ont pas le bloc de constitutionnalité pour les protéger, ou ce statut-là qui permet d'ouvrir un dialogue. Donc ces gens-là, ils sont obligés de descendre dans la rue, d'essayer de faire avec les moyens qu'ils peuvent, d'essayer de s'unifier comme ils peuvent. Vous avez un niveau d'arbitraire qui est arrivé à son extrême. Hier, un des membres, je crois, du gouvernement belge a expliqué que oui, la fermeture des restaurants, ça servait à rien, mais que c'était pour maintenir la pression. En fait, ça va pas, quoi. On maintient pas la pression sur une société juste pour le plaisir, quoi. Donc, heureusement que voilà, les universitaires vont se réveiller, rejoindre le collectif de Vincent, et parce que eux, leur voix est forte, leur possibilité d'interagir avec le pouvoir est plus importante. Et puis juste d'ajouter un point qui, à mon sens, est quand même assez important, c'est qu'en plus, au moment où le président de l'université a été réceptionnaire d'un courrier qui l'incitait, encore une fois, à engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Pavan, quand même une phrase, moi, qui m'a particulièrement choqué, c'est « incitation à la désobéissance ». Donc vous avez un maître de conférence enseignant-chercheur qui indique à ses étudiants qu'il est contre le port du masque et qui leur explique pourquoi il est contre le port du masque. Et ça, c'est interprété, c'est assimilé à de l'incitation à la désobéissance. Vous vous souvenez de Socrate, du procès de Socrate chez Platon? À la fin, il est accusé de quoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est accusé de corrompre la jeunesse, quoi. Et il est invité à boire la ciguë parce qu'il corrompt la jeunesse. Vincent et les gens qui sont avec lui, en fait, invitent à réfléchir sur les modélisations de Cauchemès et Fontanet, invitent à réfléchir sur pourquoi il y a un masque, est-ce que ça a un sens ou pas, est-ce que c'est de la corruption de la jeunesse ou est-ce que c'est ouvrir à l'intelligence, à la liberté, à essayer de faire quelque chose qui a du sens et de structurer une règle commune qui nous tient ensemble, les règles communes qui nous asservissent ensemble. Ce n'est pas des règles communes, c'est des dictates. La règle commune, au contraire, elle doit fonder un cadre de sécurité dans lequel on peut être en sécurité, justement. Donc là, c'est ce qu'on apprend aussi aux enfants aujourd'hui. On leur fait mettre un masque en primaire, c'est-à-dire qu'on leur donne un diktat qui n'a aucun sens. Ils reçoivent des heures de consignes, des punitions, copier des lignes, juste parce que le masque est sous le nez. En fait, c'est vraiment toxique et pervers. Ça veut dire qu'on dit la règle commune qui nous unifie, en fait, est arbitraire. Elle ne sert pas le bien commun, elle ne sert pas à être en sécurité, elle sert en fait à pouvoir vous châtier si jamais vous ne la respectez pas. Ça, Agamben en a parlé, c'est le glissement progressif vers un autre état de normalité. On nous l'a fait très très longtemps, ça, pendant toute la narration en gros de cet été. Nous allons vers une autre normalité. Ouais. En fait, tout est dit. Je tiens à rappeler cette phrase de Macron qui disait « certains se croyaient libres ». C'est ça, effectivement, certains se croyaient libres. C'est ça qu'il a dit, effectivement. Et c'est quelque chose, effectivement, de très grave aujourd'hui. On prend la liberté de manière arbitraire. C'est comme ça que toujours les dictatures finissent par s'imposer au nom de la science pour votre bien. Et les enseignants-chercheurs ont comme mission constitutionnelle de réfléchir à ce que la science peut dire ou pas et à faire en sorte que la politique ne s'approprie pas de manière arbitraire la science contre les scientifiques. Et c'est ce qu'on essaie de défendre avec ce collectif, avec effectivement Christophe Pouzat, effectivement pour avoir une relecture critique qui n'a jamais été permise pour l'instant, des fameuses sciences et des fameux scientifiques qui nous disent que sans le comportement infantilisant qu'on nous impose, hélas, effectivement, nous mourrons dans des proportions effarantes et que seules les décisions du gouvernement, basées sur la science, bien sûr, pourraient permettre d'éviter ça. Donc voilà, effectivement, pour la narration. Thibaut, peut-être, juste avant qu'on conclue, mais moi j'ai beaucoup d'espoir en fait, et beaucoup de joie, ça se sent, j'ai aucune peur en fait, je pense qu'on est tous dans le courage. Et on a quelque chose pour nous que n'a pas le pouvoir. Le pouvoir est dans un déferlement totalitaire. On est dans une dictature en marche. Il faut simplement que les gens le regardent en face, même s'ils sont dans le déni et que c'est douloureux à regarder. Mais il y a quelque chose qui est là pour nous, c'est que dans toutes les dictatures qui se sont imposées comme ça avant, les gens pouvaient y croire. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, une séduction du communisme staliniste, une séduction du nazisme même pour certains, parce que ça correspondait à
remettre l'Allemagne à flot, etc. Une séduction de l'Ankar pour les Khmers rouges. Et à chaque fois que c'est arrivé, il pouvait y avoir une séduction. Et donc vous aviez toujours au moins 10-15% de la population qui étaient des idéologues de cette séduction et qui emmenaient les autres dans leur totalitarisme. Et là, on nous emmène vers quoi? C'est quoi le bout du labyrinthe? Parce que là, on vous fait faire des tours à gauche, des tours à droite, repartir à l'envers. Et le motif symbolique, c'est le labyrinthe. On vous maintient dans un labyrinthe dont vous ne voyez pas la sortie. Et bien, la sortie, en fait, c'est une dictature techno-sanitariste, néolibérale, mondialisée, dont en fait vous ne voulez pas. C'est-à-dire que dans cette dictature-là, vous aurez un vaccin dans les fesses tous les 2 mois et vous aurez un cacheton tous les jours pour juste avoir le droit de rester en vie et de consommer. Mais personne ne veut de ça. Donc nous, on vous invite à la liberté, à la joie, au partage, à être ensemble en fait, et c'est bien plus désirable. Donc sortons de ce labyrinthe et par une autre sortie. Et probablement la sortie, c'est pas de resuivre le fil d'Ariane vers l'entrée. Parce qu'en fait, notre société était profondément malade. Elle l'était déjà et ça n'est que le point d'orgue d'une société malade. Donc on va vers autre chose, tant mieux. Réinventons-le ensemble. Enfin, la science va être contrôlée par des mathématiciens. Waouh! On doit attendre 2020 pour faire ça, c'est dommage. Mais il fallait que ça arrive. En fait, il s'agit exactement de la même histoire. La haute sécurité globale, c'est finalement la privatisation des services de police progressive. C'est le fait de ne plus avoir aucun rétrocontrôle sur les services de police, progressivement. Et en fait, c'est la même chose que des sanctions arbitraires dans une université. C'est la même chose que des fermetures administratives arbitraires de restaurants. C'est la même chose que de mettre un masque de manière arbitraire à des enfants. On est dans, en fait, ce déferlement totalitaire dans tous les pans de notre existence, quoi. Et donc, à ta question pratique, juste comment est-ce qu'on peut se mettre en lien pour ceux qui arrivent à comprendre qu'en fait, on est en train de parler de la même chose. Bah justement, Réinfo Covid sert à ça, en partie. Les gens qui sont tout seuls, ils peuvent venir voir. Aujourd'hui, il y en a qui sont venus et qui ont trouvé d'autres gens. Ils savent qu'il y a une manif samedi dans la Liberté qui part de l'IHU. Et nous, on a tout un groupe qui s'occupe de ça, d'essayer de mettre en lien avec des collectifs locaux. Et puis ensuite, les collectifs locaux, de les mettre en lien les uns avec les autres. Et puis petit à petit, de souffler sur les braises de tous ceux qui pensent qu'il y a un problème. Et qu'à la fin, ça fasse un joli feu de joie qui permette voilà, de passer à autre chose. Mais effectivement, c'est une de nos difficultés de nous mettre ensemble et de nous relier. Tout est fait pour nous diviser. C'est la part du diable. Hein. Voilà, vous pouvez relire tous les textes sur le diable, qu'ils soient par Sartre ou d'autres. Diable, c'est Dia, des directions opposées, Boleyn, le mouvement, et c'est celui qui sépare, quoi. Hein. Bah voilà, regardez qui nous sépare, qui nous met derrière des écrans tout seul dans nos maisons, qui fait qu'on peut plus parler les uns aux autres, qui vous explique que vous ne devez pas être avec votre grand-mère pour Noël et manger la bûche dans le... Voilà. Tous ces gens-là sont malades en fait, portent à quelque chose qui est profondément diabolique au sens de la séparation. Hein. Et bah justement, on doit se réunir. Je voudrais effectivement revenir sur ce qu'a dit Louis, très important. Aujourd'hui, il faut absolument revenir à la philosophie politique. Celle d'Aristote, bien sûr. Louis a cité Sartre. Moi, j'engage à lire Arendt, Foucault, Agamben, qui sont des penseurs majeurs pour nous comprendre la situation dans laquelle on est. J'aimerais également inviter, en termes de manipulation mentale qu'on subit tous un peu au quotidien, à relire Paul-Claude Racamier, qui est l'inventeur, le conceptualisateur de la notion de perversion narcissique, et qui avait dit cette chose d'actualité si pertinente: le pervers narcissique, c'est celui pour lequel le mensonge réussi vaut autant qu'une vérité. Et je crois qu'on est effectivement aujourd'hui dans ce cadre-là, on essaie de nous faire passer des mensonges pour des vérités, ça nous engage effectivement dans des perversions narcissiques. Ce sont des phénomènes psychiques contre lesquels il est souvent très dur de lutter, mais pareil, si vous allez lire dans le texte toute la production de Paul-Claude Racamier sur la perversion narcissique, vous trouverez des arguments qui vous permettront de résister. C'est important effectivement dans cette situation de se relier à des textes philosophiques, des textes de psychanalyse qui sont écrits et discutés depuis des années et qui nous offrent un cadre extrêmement satisfaisant aujourd'hui pour comprendre effectivement ce qui nous arrive. Donc relisez de la philosophie, relisez de la psychanalyse, et puis je pense que vous trouverez des manières du coup de résister, au moins par le discours, de retrouver les bons arguments dans les débats qu'on nous impose, et bien pour pouvoir dire à tous ceux qui veulent aujourd'hui vous prendre des libertés, et bien que non, ces phénomènes-là, effectivement, d'état d'exception et de perversion narcissique, on les connaît, ils ont bien été décrits, et maintenant on sait où on en est et on sait comment on va résister. Voilà.